On m'avait proposé d'aller bosser en tant que premier data scientist sur Messenger. En gros, en fait, je pensais que ça allait être facile et en fait, c'est très très difficile et que globalement, je savais pas coder et que je savais rien faire. Parce que j'ai l'impression que je vais jamais y arriver, mais en fait, avec un peu de boulot, mais aller chercher les meilleurs chercheurs mondiaux, peu importe qui fait. À la fin, c'est ce que tu as fait qui compte. La vie de tech, c'est simple. C'est eux et leur ordi. Tout est prévisible, sous contrôle. Non, ça, c'est ce qu'ils voudraient qu'on croie. Parce que la réalité, personne n'ose nous la raconter. Enfin, jusqu'à aujourd'hui. Dans Tronche de Tech, on va leur tirer les verres du nez. On va leur faire raconter leurs meilleures anecdotes. Les nuits où tout part en sucette et les bugs que personne ne comprend. Et puis, s'ils sont sympas, on les laissera peut-être se vanter de quelques réussites. Je m'appelle Mathieu Sanchez, je suis le CTO d'Akazi et je vous souhaite une excellente écoute. Salut Charles. Salut Mathieu. Est-ce que tu vas bien ? Super. Hyper pressé de faire ce podcast Tronche de Tech. Top. Tu fais l'intro à ma place avec la pub pour le nom et tout, c'est top. Écoute, ravi de t'avoir aujourd'hui. Merci beaucoup de m'accorder ce temps-là. Moi, j'ai hâte un petit peu de découvrir avec toi les réponses aux questions parce que c'est un épisode un peu spécial pour moi pour deux raisons. Tout d'abord parce que je vais te laisser te présenter, mais pour ceux qui te connaissent, t'es le CTO d'Alan et moi, Alan, c'est une boîte que je suis beaucoup. Pour rien te cacher, il y a des méthodos Alan dont je me suis pas mal inspiré pour ce qu'on fait chez Akazi. Donc je suis très content de t'avoir pour ça. Et la deuxième raison, c'est que effectivement, cet épisode-là, moi j'ai l'habitude, je suis un peu contrôle fric. Je les prépare pas mal, j'ai les réponses aux questions. Là aujourd'hui, on a les questions, mais j'ai pas du tout les réponses. Donc j'ai hâte de vraiment découvrir avec toi, comme les auditeurs, les réponses aux questions qu'on va voir ensemble. T'es prêt ? Je suis prêt. Top. Pour commencer, du coup, est-ce que tu peux te présenter en 3 phrases ? Je vais m'assurer de faire seulement 3 phrases. Donc, je suis Charles Gorintin, CTO d'Alan et cofondateur cofondateur non opérationnel de Mistral AI. J'ai 36 ans et ça fait déjà 3 phrases. J'ai déjà perdu. Tu peux mettre les points où tu veux après, hein, c'est au pire. Top. Du coup, je savais pas pour Mistral AI, donc peut-être tu nous en parleras. On va voir. Ça m'intéresse de voir ce que tu fais là-dedans. Du coup, ma première question pour toi, c'est comment tu es arrivé dans la tech ? C'est une très bonne question. Déjà, moi, je pense que je suis un petit peu un imposteur de la tech. Je suis un CTO qui avait jamais été software engineer. Après, j'ai eu un parcours quand même d'ingénieur. Donc, j'ai fait une classe prépa, j'ai fait l'école des ponts. Mon tout premier projet d'informatique, c'était un ray tracer. C'était j'essayais de construire des scènes en 3D avec en fait en déterminant ce que ton œil doit voir de la scène. Et donc il fallait construire chaque pixel de ta scène en déterminant quelle couleur devrait être chaque pixel en fonction de ce que la lumière doit refléter dans ton œil. C'était une méthode pour faire des images 3D qui étaient à la mode, mais pas du tout scalable et donc que jamais personne avait pu faire. C'était un projet perso ou C'était un projet en école. C'était tout pourri, j'avais rien compris. Mais ça m'intéressait vraiment de pousser, de comprendre un petit peu plus derrière. Et donc typiquement, toujours en école, en fait, j'ai continué à faire des projets de vision par ordinateur. Je faisais un petit peu de réalité augmentée en 2009. Donc globalement aussi, ça c'était tout pourri. Mais on s'amusait bien. Il y avait un peu de maths intéressante, etc. Et en gros, j'ai fait le master en vision et apprentissage de l'ENS. Donc c'était avant la révolution du deep learning et donc j'ai un peu flottant dans la tech, mais en fait
j'avais un petit côté de moi aussi qui se faisait un peu attirer par les sirènes de la finance. Et donc, je suis parti à San Francisco faire un master en financial engineering à, à l'université de Berkeley. Et, et en fait, j'aimais bien ça, mais au contraire de toute ma promo qui allait bosser dans des hedge funds, dans des boîtes de trading, en fait, moi, j'ai décidé d'aller bosser chez Facebook. Et c'est vraiment là que je suis tombé dans la tech. Parce que Ok. je me suis rendu compte au moment d'arriver là-bas, donc en tant que data scientist, que globalement, bah, je savais pas coder et que je savais rien faire, quoi. Et c'était hyper intéressant. Et donc, j'ai passé 5 ans là-bas en tant que data scientist, d'abord donc chez Facebook, puis Instagram et ensuite chez Twitter, avant de rentrer en France pour monter à Alan en 2016. Ok. Et chez Facebook, du coup, quand tu fais de l'IA chez Facebook, ça ressemble à quoi? Je veux dire, parce que j'imagine qu'ils étaient déjà hyper avancés à l'époque sur l'industrialisation des modèles d'IA. Ouais. Ouais, bah, moi, le sujet sur lequel je bossais à l'époque, c'était lutter contre les faux comptes. Euh, donc typiquement, c'était en fait absorber et en gros utiliser des données sur des comptes qui étaient suspicieux et essayer de voir les anomalies statistiques qui feraient que en fait un compte était pas une vraie personne, mais c'est un compte qui essaye de te vendre des fausses chaussures euh, qui finalement n'arrivent jamais, tu vois, et qui postent à la fois sur ton compte et aussi sur le compte de tous tes amis parce qu'ils t'ont hacké. Et en gros, c'était faire des modèles comme ça, forcément avec des masses de données qui étaient énormes parce que à l'époque, quand je suis arrivé, c'était déjà 1 milliard de personnes. Et donc, il fallait pouvoir traiter énormément de ces données. Donc, il y avait beaucoup se battre avec des outils. Euh, Ouais. et c'était hyper intéressant de le faire chez Facebook parce que c'était globalement une des boîtes qui avait le plus de scale à l'époque. Ouais, ok, d'accord. Ouais. Donc, grosse première expérience qui t'a bien mis le Ouais. pied à l'étrier. Ok, on reviendra un peu sur la Silicon Valley parce que j'ai des questions là-dessus. Je voulais passer sur Alan maintenant Ouais. parce qu'une question que je me pose, moi, tu vois, Alan, c'est tu peux nous rappeler peut-être quelques chiffres d'Alan pour qu'on se rende compte un peu de l'échelle de ce que c'est aujourd'hui. Ouais, clairement. Donc, Alan, on a créé ça en 2016 avec Jean-Charles Samuelian. Donc, la boîte a entre 7 et 8 ans. Et aujourd'hui, Alan, on est 530 dans l'équipe. On assure 450 000 personnes en France, en Espagne et en Belgique. À peu près une trentaine de milliers d'entreprises. Euh, et, euh, et ça fait à peu près 300 millions de revenus annuels récurrents. Donc, beaucoup euh, Ouais. beaucoup de business. Et en même temps, on est tout au début de notre aventure. Donc, c'est assez passionnant de se trouver dans quelque chose qui est beaucoup plus gros que ce avec quoi on avait commencé, forcément, parce qu'on avait commencé avec zéro. Et en même temps, de se dire, il nous reste un fois 100 à faire. Donc ouais, donc t'as dit ça, ça fait 7 ans, moins de 8 ans, Ouais, donc t'es déjà à 300 ouais. millions de revenus, donc t'as une boîte qui est valorisée plusieurs milliards, je sais pas ce que c'est la valorisation d'Alan, mais bon, C'est, c'est énorme quoi. C'était 2,7 milliards à la levée de fonds qu'on a fait en avril 2022. Ok. Euh, Et vous avez eu la Peut-être un croissance autre. depuis. Ouais. Voilà, exactement. On continue de croître une cinquantaine de pourcents par an. Ouais. Et derrière, ouais, on est entre 90 et 100 ingénieurs Ouais. aujourd'hui. Ok. Donc du coup, ma question c'est pour toi, c'est une croissance hyper rapide. T'es pas forcément préparé à ça, tu vois. Je veux dire, moi je compare un peu. Moi je travaille chez Air France. Chez Air France, tu vois, quand t'arrives
directeur technique ou DG d'Air France, il y a des années derrière toi de management, tu montes petit à petit, des équipes de plus en plus, donc t'es préparé à ce poste. Alors je sais pas si on est vraiment toujours préparé à arriver à ce genre de poste, mais voilà, toi, je sais pas comment tu t'es préparé. Ma question un petit peu, c'est quel est le poids de tout ça? Et puis très concrètement, est-ce qu'il y a un moment qui a été hyper stressant où je sais pas, t'as eu envie de te dire attends, là, j'ai envie de me prendre un mois dans la montagne tout seul parce que c'est lourd quoi. Je suis pas d'un naturel stressé. Enfin, pour les gens qui me connaissent, c'est le stress, ça me passe un petit peu au-dessus. Et en fait, ma technique, c'est plutôt de toujours rester un dilettante. En fait, j'ai toujours peur de devenir un expert parce que ça voudra dire que je serai pas adapté à la prochaine étape. Donc, c'est toujours prendre en fait les sujets comme des sujets qui vont toujours changer. En fait, la seule constante chez Alan, c'est que tout change. Okay. Et donc, ce sur quoi j'ai toujours essayé d'appuyer, c'est l'adaptabilité. C'est avoir des outils dans ma besace qui me permettent de prendre les sujets comme ils viennent. Donc, typiquement, raisonner avec des first principles, c'est un truc hyper important. C'est que ça marche dans à peu près toutes les situations. T'as un problème, tu le regardes, tu vas demander aux experts comment ils ont approché ces problèmes. Et puis ensuite, tu te fais ta propre idée et tu essayes de le résoudre toi-même. Et t'as un exemple concret de situation comme ça là que t'as vécu? Enfin, sur à peu près tous les sujets que j'ai pris, en fait, genre sur le recrutement, il y a plein de gens qui m'ont dit bon bah tu dois faire comme ci, comme ça, etc. Et finalement, on a fait notre propre voie sur quelque chose comme construire notre service client. En fait, bon ben on a repris les choses de zéro, on l'a fait nous-mêmes et après on a scalé le truc sur tout ce qui est la fraude. Enfin, en fait, à chaque fois, l'idée c'est de faire soi-même. En fait, moi j'ai mon petit système où j'essaye de me virer de mon boulot tous les 6 à 12 mois. Et c'est comme ça que j'arrive à scaler dans la boîte. C'est je commence en ayant rien sur mon assiette. Je commence à essayer par faire moi-même. Je rencontre plein de gens pour comprendre comment ils font. Je me fais une idée, je construis, je m'entoure d'une équipe et à un moment je dis stop, c'est plus à moi de faire les choses. C'est quelqu'un de l'équipe qui reprend la main. Et en fait, moi derrière, je comprends le sujet parce que je l'ai fait à la main, on va dire. Et derrière, je peux coacher la personne qui reprend le sujet. Tu peux Et faire le puis moi, relais, tu peux conseiller. Ouais. ensuite, je peux partir sur le prochain sujet. Et en fait, c'est le truc le plus important, à mon avis, c'est cette idée de l'esprit du débutant. C'est que derrière, en fait, je deviens pas expert dans les choses, mais je suis un expert à être un débutant. Ouais, c'est ça. Et à déléguer aussi. Exactement. Parce que c'est un truc que moi je vois qui serait difficile. C'est-à-dire, en fait, je le vois, moi aujourd'hui j'ai peut-être cette difficulté-là des fois. C'est-à-dire quand tu maîtrises un truc, le passer à quelqu'un et toi faire un peu table rase de cette responsabilité, vraiment tout déléguer, parce que tu peux pas, si tu fais ça plein de fois, tu peux pas accumuler des petits bouts de responsabilité à chaque fois, sinon tu t'en sors pas. Donc il faut vraiment faire table rase, repartir de zéro. Donc ça c'est un truc où tu dois probablement être expert aussi, j'imagine. Ouais, exactement. Donc et bon, j'ai pas forcément dit quelque chose qui était stressant, mais globalement, en fait, les choses qui sont stressantes pour moi, c'est quand à chaque fois, en fait, quand je suis débutant, j'ai une sorte de vertige parce que j'ai l'impression que je vais jamais y arriver, mais en fait, avec un peu de boulot, euh, avec un peu de compréhension, un peu de temps, on finit toujours par craquer les choses. Ok, mais c'est intéressant de savoir ça parce que je pense que beaucoup de gens ont ce sentiment-là. Moi aussi, je l'ai eu ce sentiment, même des fois où tu maîtrises un truc, tu vois. Je vais prendre un exemple bête, mais
Moi, quand j'ai changé de boîte là de Yousso à Kasi, je maîtrisais la techno, c'était la même, etc. Mais t'arrives sur un nouvel base code et pendant un moment, tu te dis, je comprends rien parce que c'est pas les mêmes concepts métiers. Enfin, t'es toujours débutant dans une partie. Hein. C'est pas parce que t'es expert sur une partie de la techno que tu maîtrises le métier. Et pendant un temps, tu te dis, c'est vertigineux, je vais jamais y arriver. Et puis effectivement, à petits pas, je pense que tu finis toujours par y arriver. Mais voilà, faut pas céder à cette espèce d'angoisse que c'est trop difficile pour moi. Hein. C'est décomposer les problèmes. Exactement. Mais après, faut pas avoir peur de dire, en fait, ça a pas de valeur et je m'arrête au milieu du chemin parce que c'était pas utile, quoi. Ok. Ça t'arrive ça, du coup, des sujets où, en fait, finalement, tu dis, je me suis trompé de voie, c'est ça? Ouais, enfin, ça arrive. C'est, en gros, en fait, je pensais que ça allait être facile et en fait, c'est très, très difficile et à la fin, le ratio coût-bénéfice est pas bon. Okay. J'arrête et je passe sur autre chose où je pense que le résultat va être meilleur. Enfin. D'accord, ok. Et à la fin, le truc qui, à mon avis, est le plus important, c'est la vitesse d'itération. Enfin, c'est pareil sur le code, c'est pareil sur plein de choses. C'est que si tu arrives à faire plus de choses, si tu arrives à tirer 3 fois pendant que les autres tirent une fois, en fait, tu as beaucoup plus de chances de gagner. Ouais, je suis d'accord. Ouais, c'est un truc qui se répète partout. Enfin, je sais pas, j'aime pas trop ce truc de dire la quantité est mieux que la qualité, mais en tout cas, la quantité des essais va te permettre de te diriger vers la qualité, je pense. Ouais, exactement. En fait, la quantité te permet d'itérer sur la qualité et donc à la fin d'avoir la meilleure qualité. Mais c'est ça, parce que tu as besoin de feedback pour savoir la qualité, en fait, c'est ça. C'est tout un autre pan des modèles mentaux que j'adore. Ok. Top. Du coup, pour revenir sur la Silicon Valley, est-ce que si tu dois retenir un seul élément de ton passage là-bas, je sais pas si c'est un truc que tu as appliqué chez Alan ou que tu t'appliques à toi, j'en sais rien, mais un seul élément que tu dois retenir de la Silicon Valley, ça serait quoi? Pour moi, c'est quelque chose que j'ai appris chez Facebook. C'est assez lié avec ce qu'on vient de dire. C'est le move fast and break things. Qui a été beaucoup décrié, cette idée. C'est globalement, l'idée, c'est que ça a plus de sens d'aller vite, de casser les choses et en fait d'aller vite pour les réparer que de marcher sur des œufs et vraiment faire très attention. C'est Ken Beck qui d'ailleurs a bossé une partie chez Facebook. C'est un des signataires du Agile Manifesto qui dit que si tu vas vite, que tu fais des erreurs, en fait, t'apprends de ces erreurs et ça te permet d'aller plus vite. Alors que si tu vas lentement pour faire moins d'erreurs, en fait, tu vas juste plus lentement. Ouais, et t'apprends pas. Je veux rebondir là-dessus parce que tu vois, du coup, Alan, vous êtes quand même dans la santé et tu vois, ça me fait ce truc de move fast and break things, il a été un peu décrié. Tu vois l'histoire de Theranos aux US avec Elizabeth Holmes, etc. où elle est dans la santé et en fait ils font un peu, bon, ça va plus loin que ça, hein, j'exagère, mais il y a un petit peu de ça. Tu vois, à un moment ils sont allés vite parce qu'ils avaient des contraintes, etc. Mais ils sont dans un milieu où il aurait peut-être fallu. Et du coup, comment ça se décline chez Alan, justement? Je pense que l'exemple de Terrano, c'est pas très bon parce que c'est typiquement, ils ont fraudé, ils ont menti, etc. Enfin, mais sous couvert de ça, tu vois, il y avait un peu de. Ouais, mais pour moi, c'est pas du tout le playbook Silicon Valley pour le coup. Et typiquement, tu vois dans Terranos que les investisseurs et les gens au board, en fait, étaient pas du tout des personnalités de la Silicon Valley. Bref, mais ton feedback est sous-jacent est très bon. Oui, il faut faire très attention, mais en fait, il faut comprendre quel est ton contexte. Typiquement, si c'est traiter des données de santé, en fait, il faut comprendre quel est le coût de casser quelque chose. Et donc, cette idée d'aller vite et move fast and break things, en gros, tu dois l'appliquer que sur les choses où tu peux te permettre de casser. Donc, typiquement, chez Facebook, c'était,
t'as le site, t'as une page qui est cassée, et en fait, tu rafraîchis la page et elle est là. Et ça faisait partie de la manière de déployer Facebook, c'est qu'en gros, il faisait un test sur 2% des pages qui étaient montrées, et donc si tu rafraîchis la page, en fait, le truc qui était cassé, il n'existe plus pour toi. Et ça permettait en fait d'avoir un truc qui est hyper important dans l'idée antifragile, c'est que tu utilises le bug comme une information. Okay. Et donc ça te permet de savoir où est-ce que tu dois réparer tes bugs, parce que le truc c'est que si t'as pas si t'as pas cette information là, en fait tu vas essayer de te blinder partout, et en fait ça coûte trop cher, et donc tu vas moins vite. Le truc sur la santé, c'est on peut pas se permettre de faire n'importe quoi sur des sujets comme la donnée de santé, et donc il faut réussir à protéger en fait ces choses où on peut pas faire n'importe quoi, et les isoler du reste où justement on peut faire n'importe quoi et on peut itérer vite. Okay. Et donc, et une fois, enfin, et c'est pareil sur les données financières, etc. Enfin, genre, si on faisait n'importe quoi avec nos finances, ou si on remboursait des gens de manière vraiment n'importe comment, ça nous coûterait très 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 cher. Et donc, moi, mon état d'esprit, c'est t'isoles ces parties-là, soit tu les fais différemment, soit et en fait, t'itères sur le reste, tout en sachant que cette partie-là évoluera plus longuement. Ouais, d'accord. Ça me fait penser, tu vois, ça me fait vraiment penser à côté software, en fait, ce qu'on appelle un software. C'est un peu plus large que ça, le domain-driven design, où tu identifies un petit peu tes contextes, tes différents domaines, et du coup, toi, tu vas leur mettre une étiquette critique, faire attention, et d'autres choses en disant, bah ça, voilà, c'est tous les endroits où on peut aller vite. On peut... Ouais, exactement. Mais donc, un exemple chez Alan, c'est, en gros, tu vas sur ton site de mutuelle, genre une fois tous les... je sais pas combien de temps, mais genre, et s'il est buggé pendant 2 heures au milieu de la nuit, en fait, tu t'en fous complètement. Bien sûr. Et ça, en fait, on s'est appuyé sur ce contexte, typiquement, en décidant de pas avoir d'équipe on-call pendant la nuit. Okay. Il y a personne qui est on-call pendant la nuit. Ben, si le site tombe pendant la nuit, bon, ben, tant pis. Et on le remettra up le matin. Et on a de la chance, c'est arrivé vraiment très très rarement. Mais c'est que c'est pas très grave. Mais par contre, on peut pas se permettre de faire ça avec nos remboursements. Exactement. Et donc on utilise ce différentiel de contexte à profit. Ouais, non, mais je vois très bien. Ok. C'est un sujet. Nous, c'est Acasi, c'est un peu pareil. Tu vois, c'est une app compta, donc effectivement, tu viens, tu veux faire des choses dessus, mais si ça marche pas pendant 1 heure, bon, voilà, on peut se permettre de faire plein de choses, et c'est important à prendre dans le contexte. Moi, j'ai travaillé avant dans une boîte qui faisait du temps réel, tu sais, du VTC et tout, où là, c'était pas pareil. Quand ça marchait pas, c'était le chiffre d'affaires de tous tes clients, c'était le stress. Exactement. Et voilà, et donc tu as besoin, c'est intéressant de différencier, notamment sur le on-call, c'est une partie, mais aussi des fois, moi, je vois l'exemple où en fait, dès qu'on remonte un bug, la priorisation, les gens ils voient un bug, ils disent ce bug il est prioritaire, alors qu'en fait tu dis bah non, en fait c'est mon app de compta, la priorité c'est très différent de voilà. Donc c'est ouais, ce qui veut pas dire qu'on n'a pas un focus sur la qualité à la fin. Bien mais sûr. on revient sur le truc de on va plus vite, et donc on va pouvoir réparer plus rapidement, et à la fin on a quelque chose de plus robuste, voire antifragile. Non, c'est ça, mais ça du coup c'est ce que tu disais tout à l'heure avec Facebook, ça suppose avoir des systèmes de monitoring, et du coup tu vas entre guillemets un petit peu tester sur ton utilisateur, tu vas comment dire, c'est le shift right ou le shift left, je sais plus, et tu décales en fait ta période de test le plus tard possible pour avoir moins de rework, et donc tu gagnes du temps. Exactement. Et en fait, un truc qu'on a fait tout au début de Alan, c'était aussi utiliser le service client comme catch-all. En fait, d'avoir le feedback le plus près possible. Et globalement, c'était nous qui faisions le service client. Donc, je trouve c'est moi qui prenais les tickets, etc. Mais c'était hyper intéressant parce que je savais ce qui se passait. Et donc, après, je pouvais le réparer en 10 minutes. Enfin, et
et en fait, cette boucle-là te rend rapide et plus fort. Ouais, on en revient aux boucles de feedback, ouais, qui sont ultra importantes. Ouais. Ok. Qu'est-ce que t'aurais fait comme métier si t'avais pas été dans la tech? C'est une bonne question. Je pense que j'aurais étudié soit la philosophie, soit l'histoire, et Ok. j'aurais essayé de creuser ça jusqu'au bout. Mais je pense que dans tous les métiers, en fait, la tech revient par la fenêtre à un moment. Ouais, alors la philosophie, l'histoire, c'est quand même. Tu vois, tu m'aurais dit, je sais pas, la psychologie. Enfin, je sais pas. En fait, tu Ouais. le vois revenir par la fenêtre sur la philosophie ou l'histoire, la tech? Ouais, parce que je pense que, enfin, typiquement, l'histoire, c'est beaucoup une histoire de récupération de données et de comment est-ce que tu croises les différentes données. C'est souvent des histoires de graphes. J'ai, euh, Ok. je connais quelques data scientists, en fait, qui bossent justement, euh, sur des sujets d'histoire en leverageant un max la tech, et ils arrivent à faire des choses incroyables comme retracer comment comment les informations se propageaient en France en utilisant les différents journaux locaux qui avaient été publiés. Et donc, tu voyais comment une information, en fait, passait d'un journal à l'autre, et combien de temps ça mettait pour partir de Paris et arriver à Pau ou je sais Génial. pas où. Et Mais donc, du coup, l'objectif, c'est quoi? C'est objectiver l'histoire, tu vois, parce qu'il y a toujours cette question de l'histoire, c'est l'histoire des vainqueurs tout le temps. Tu sais, c'est. ouais, alors l'idée, c'est beaucoup plus de comprendre, en fait, comment les choses se passaient. Euh, Et je pense qu'il n'y a pas vraiment de jugement de valeur là-dedans. Ok. Euh, on trouve ce qu'on a et on essaie d'extrapoler, quoi. Mais bref. Ok. Marrant. Ah non, mais passionnant. Ok. Euh, Si je te demande du coup un sujet sur lequel tu as choisi David dans ta carrière, c'est quoi le premier truc qui te Mm. vient en tête? Pour moi, c'est vraiment cette histoire de spécialiste et d'expert. C'est Ok. en gros, au début de ma carrière, en fait, quand j'étais data scientist chez Facebook, pour moi, c'était impensable que quelqu'un qui a pas fait un master en data science, enfin un master en ingénierie, etc., puisse être pertinent dans un sujet, parce que en fait, il y a des histoires de statut, etc. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était complètement du bullshit. Et à la fin, la vérité, c'est dans celui qui fait. C'est un euh, c'est un philosophe italien qui s'appelle Giambattista Vico qui a défini ça comme le verum factum. C'est vraiment la vérité se trouve dans le fait de faire. Et, euh, et en fait, je pense que c'est hyper important. C'est que peu importe qui fait, à la fin, c'est ce que tu as fait qui compte. Et je pense que c'est au niveau des ingénieurs, c'est vraiment clé, et c'est un message que j'aimerais bien faire passer à beaucoup plus de monde. Ok. Mais du coup, qu'est-ce que comment dire ça? Donc, ce que tu me dis un petit peu, c'est que en fait, tu peux, enfin, il y a une notion d'auto-formation, il y a une notion d'apprendre. T'as pas besoin forcément d'avoir un diplôme derrière pour faire des choses chouettes dans plein de domaines. Ça rejoint ce que Ouais, tu dis dans, je me vire tous les 6 mois et j'apprends sur plein de domaines qui sont pas forcément ma formation. Mais ouais. du coup, aujourd'hui, enfin, quelle valeur t'attribues, enfin, tu mets sur ton diplôme d'ingé, en fait, justement. Tu vois, c'est la question que je me pose un peu. Moi, je suis comme toi, j'ai un parcours d'ingé, j'ai la même opinion que toi, et je me dis, bah voilà, à quoi il sert en fait? Je pense que c'est pas le diplôme qui sert. C'est vraiment beaucoup plus, en fait, les gens que j'ai rencontrés, et et en partie les choses que j'ai pu apprendre. Mais le diplôme en lui-même, c'est pas quelque chose d'important. Je me souviens, chez Facebook, on avait des posters qui disaient que les frères Wright n'avaient pas de permis de voler. Euh, et en gros, enfin,
si on veut faire quelque chose, il y a personne qui doit nous dire t'as le droit de le faire parce que t'as le bon pédigré. Enfin, pour moi, c'est une réflexion d'un autre temps. Mm. Mm. Ouais, je suis assez d'accord, mais c'est un truc qui est justement, quand on compare peut-être les US et la France, j'ai l'impression, de ce que j'ai compris, en France, t'as quand même, en tout cas moi qui suis passé, tu vois, par Air France, où j'ai senti ce truc-là. C'est-à-dire qu'en fait, il y avait des grilles salariales en fonction de ton diplôme à l'entrée. C'était ça qu'on regardait, tu vois. Donc c'était un peu, quand tu réfléchis à ça a posteriori, tu te dis mais pourquoi en fait? Je veux dire, j'ai pas, il faut regarder comme tu dis, le travail qu'on fait. Et aux US, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup plus ce truc de toute façon, en fait, t'as un diplôme dans n'importe quoi. Tu viens dans la tech ou dans un autre domaine, si tu fais, eh ben on est content, quoi. Je te donne un exemple. Un de nos très bons ingénieurs chez Alan, c'est quelqu'un qu'on a récupéré en deuxième année de son école d'ingé. Il se faisait chier dans dans son école. Et enfin, juste, il a fait des repos open source qui marchaient super bien. C'était quelqu'un de super, avec plein d'énergie, hyper motivé. Et à la fin, genre, il est super dans l'équipe. Et, et il a pas son diplôme d'ingénieur. Mais je pense qu'à la fin, avoir une expérience chez Alan, en fait, est beaucoup plus forte que le diplôme d'ingénieur. Ouais, je comprends bien. Non, mais le côté doueur, en fait, hein. C'est très différent de toute façon. Les capacités, c'est un peu ça qui est bizarre, c'est que les capacités pour réussir académiquement sont très différentes des capacités pour réussir, je pense, professionnellement. Que ce soit ta définition de la réussite, c'est deux choses. Après, mon truc, c'est il y a forcément une corrélation. Enfin, la corrélation est pas parfaite. Donc, avoir un diplôme, en fait, te donne un signal que la personne, en fait, a probablement, et pas certainement, mais probablement quelque chose dans la tête. Et donc, pour les gens qui sont pas capables de juger la qualité d'une personne, ça peut être utile. Et en fait, nous, ce qu'on fait chez Alan, c'est qu'on investit énormément dans le recrutement et dans le process de recrutement pour vraiment. Il y en a qui trouvent que notre processus de recrutement est un peu trop exhaustif. Et mais en fait, on pense que c'est la meilleure manière de justement réduire ces biais et donner la chance aux bonnes personnes. Ok. Ok. Ma question numéro 6 pour toi, c'est quoi la plus grosse erreur de ta carrière? Je pense, c'était assez tôt dans ma carrière, j'étais chez Facebook, en fait, je bossais sur un truc qui me plaisait, qui était un peu chill, et, et en fait, on m'avait proposé d'aller bosser en tant que premier data scientist sur Messenger. Donc, c'était en quoi? Ça devait être en 2013. Et, et en gros, enfin, Messenger, c'était encore tout petit, quoi. Et, et puis j'ai dit, non, en fait, j'ai envie de continuer à bosser sur mon projet parce que c'est chill et ça m'intéresse. Et en fait, je pense que l'erreur que j'ai faite, c'était de pas faire confiance au momentum. Et je pense que c'est quelque chose qui est hyper important dans une carrière, c'est de suivre le vent. Et je l'ai fait ensuite, enfin peut-être ouais, 6 à 9 mois plus tard, parce que je me suis rendu compte de mon erreur. Et c'est comme ça que je me suis retrouvé sur Instagram. Euh, et je suis vraiment content d'avoir pu réaliser que j'avais fait une erreur et ensuite de changer ça. De suivre les opportunités, en fait, c'est ça, hein. Exactement. Et enfin, c'est un mix, c'est toujours le mix de ce qu'on a envie de faire, là où on pense pouvoir apporter de la valeur et le bénéfice pour la boîte ou pour l'écosystème ou en fait les stakeholders. Soit. Et si on arrive à avoir un peu les trois qui marchent, je pense qu'il faut y aller tête baissée, quoi. Ouais, ok. Mais du coup, il y a une force contraire qui te tire dans l'autre sens, que je pense, enfin, je sais pas, tout le monde est plus ou moins soumis à ça, mais c'est sortir de sa zone de confort, en fait. C'est-à-dire que
tu as un moment où tu es dans ta zone de confort, ça devient agréable, tu deviens productif, tu t'éclates et souvent tu arrives au bout de ce truc-là, mais c'est peut-être trop tard. C'est un peu ça que tu dis. C'est à ce moment, t'as peut-être un peu attendu trop tard et tu aurais dit non, en fait, tant pis, je m'éclate, c'est bien, mais faut que je me remette l'éternel débutant, que je recommence, je réessaye des trucs et c'est comme ça que je grandis, quoi. Ouais. Et je pense que c'est un des trucs que j'ai appris de de cette période-là. C'est que en fait, en étant en mode confort, en fait, genre maintenant, si à chaque fois que je suis confortable, je me dis il y a quelque chose qui Il y a un va pas. problème, ouais, ok. Ouais, c'est un bon signal, c'est vraiment un bon signal. Ouais. Je vois, parce que, enfin bref, moi je le vois très bien, ça me parle beaucoup ce que tu dis, je vois très bien cette zone de confort où il faut se faire violence et c'est pas facile. Ouais. C'est pas facile. C'est pas facile de redevenir un débutant, de se remettre en risque, entre guillemets, à chaque fois, mais je pense qu'effectivement, comme tu disais tout à l'heure, c'est comme ça que tu grandis le plus vite. Et c'est un travail sur l'ego qui est difficile, mais à mon avis nécessaire. Ouais, mais après, oui, je suis d'accord. Mais ce qui est chouette, c'est que quand tu l'as fait peut-être 10 fois, donc j'imagine ça devient quand même plus facile au bout d'un moment. Puis quand tu l'as fait 10 fois, en fait, au bout d'un moment, t'as quand même plein de cordes à ton arc. Donc c'est quand même, finalement, tu deviens quand même, tu voulais pas dire expert, mais tu deviens quand même bon dans plein de choses, quoi. Ouais. Après, j'ai toujours mes phases de syndrome de l'imposteur, mais Ouais. je pense que c'est constant à tout le monde. Écoute, hyper intéressant. Peut-être une dernière question pour toi, Charles. On a balayé pas mal de sujets. Qu'est-ce que fait Charles quand il est pas CTO d'Alan? Et d'ailleurs, tu m'as pas parlé de comment elle s'appelle la boîte d'IA que tu mets tout à l'heure, j'ai oublié le nom. Ouais, Mistral. Tu m'en parles juste après. Mais du coup, qu'est-ce que tu fais quand tu es pas CTO? Ben, moi, j'ai une passion en dehors en dehors du boulot, c'est jouer aux échecs. Donc, je passe un peu de temps à jouer aux échecs. Ça m'intéresse. Je passe beaucoup de temps aussi à apprendre les échecs à mon fils. Ok. C'est Qui a quel âge aussi là? une passion. Il a 4 ans. Ok. Et déjà, il joue? Et il joue et il a déjà gagné un tournoi et C'est vrai? il est assez impressionnant. Incroyable. Mais ouais, non, je trouve ça hyper intéressant parce que il y a beaucoup de philosophie qui découle qui découle de ce jeu d'échecs et moi Ok. Comme ma quoi? passion c'est apprendre. C'est enfin de par exemple comprendre les choses, étudier les choses pour les comprendre et pour pouvoir s'en détacher. Ok. C'est en fait une fois qu'on aura la première fois qu'on voit une ouverture aux échecs par exemple, ça prend énormément d'énergie et ça fatigue beaucoup de comprendre chaque mouvement. Et en fait, une fois qu'on l'a vraiment bien intégré, on se libère de la, de la RAM dans notre cerveau et ça nous permet en fait de pouvoir penser à plein d'autres choses, à des attaques, à des choses qui nous permettent de devenir beaucoup plus forts et plus devoir du tout penser à cette chose qu'on a découverte initialement. Et Ouais, ça, parce que c'est c'est devenu un peu un réflexe, une intuition. C'est là que tu construis ton intuition, en fait. Ouais. exactement. Et je pense que c'est pareil sur le code. Ouais. On galère la première fois qu'on découvre un langage, mais une fois qu'on l'a un peu intégré, en fait, on peut prendre de la hauteur. Et, et je pense que ça fera un bon segue vers le sujet d'après, c'est que l'AI nous permet aussi de faire ça, de libérer de la RAM dans notre cerveau, notamment parce qu'on n'a plus besoin d'avoir les détails de syntaxe de je sais pas quoi, parce que Copilot va le faire pour nous. Ouais, Et ça c'est des étapes qu'on a eues en libérant notre mémoire, notamment avec ta Wikipédia, t'as plein de choses, tu libères vers du raisonnement. Et je sais plus, on a montré qu'en fait, aujourd'hui, on a des niveaux d'abstraction supérieurs à il y a 100 ans, en fait, grâce à ça. Ouais. Ouais, c'est Michel Serres qui parle beaucoup de ça, du fait d'externaliser sa pensée. Oui, donc du coup, ça arrive avec les AI, en fait. C'est vrai qu'il y a encore plus maintenant, ouais. Exactement. Il prend l'exemple de Saint-Denis céphalophore, donc celui qui porte sa tête. Et en gros, il dit tu portes ta tête et ça te permet d'avoir beaucoup plus être beaucoup plus puissant dans ta manière de fonctionner parce que
t'as externalisé ton savoir. Ok. Et donc Mistral AI dans tout ça? Et donc Mistral AI, en fait, c'est un projet. Enfin, moi, j'ai arrêté de faire quoi que ce soit dans Alan à part l'AI début 2022. Et donc, je me suis remis à zéro à écrire mes réseaux de neurones, etc. Et puis, en fait, on a commencé à écrire avec Jean-Charles des petits papiers pour dire, mais pourquoi est-ce qu'on n'a pas d'OpenAI européen? Et au fur et à mesure, en fait, on s'est rendu compte que bah, c'est bien de le dire, mais en fait, c'est mieux de le faire. Et Ok. donc, on est allé chercher les meilleurs, les meilleurs chercheurs mondiaux et en fait, et ça tombait bien parce que eux aussi voulaient monter une boîte. Et donc, on a écrit une stratégie de comment est-ce qu'on pourrait créer un OpenAI européen et combattre OpenAI en se contre-positionnant, notamment grâce au pouvoir de l'open source. Et on leur a donné cette stratégie à ces trois chercheurs et qui sont maintenant les fondateurs, eux, opérationnels de Mistral. Et puis ça a permis on a levé 100 millions d'euros en mai et en septembre en fait les premiers on a sorti le premier modèle qui est Mistral 7B Ok. qui est devenu un gigaïd sur tout ce qui est open source AI Ok. et donc là on continue à construire les meilleurs modèles. Enfin vraiment ce Mistral 7B c'est devenu le meilleur modèle, meilleur que les Llama 2 et autres qui viennent de Facebook ou, ou Ok. d'autres grands de la tech. Donc, Ah, génial. on est tout au début de l'histoire, mais il y a vraiment de belles choses à accomplir de ce point de Ouais. vue. Vous avez des use cases chez Alan un peu ou pas? Au niveau de l'AI, on n'a que Ouais. ça. Non, C'est au niveau de l'AI, je parlais du natural language, enfin de ce que tu as sur ouais, les modèles aujourd'hui, là, OpenAI. en generative AI. Ouais. Ouais, on a beaucoup de sujets. Globalement, le truc le plus impactful aujourd'hui, c'est traitement automatique de documents. En gros, tu nous envoies une facture. Euh, Historiquement, bon bah il y avait quelqu'un qui allait dépiler sa queue en transcrivant en fait en transcrivant en fait les informations qu'il y avait sur ta facture. Donc le nom du médecin, bon, combien t'as payé et pour quel acte. Et là, en fait, on peut utiliser le pouvoir de l'IA générative justement pour extraire cette information automatiquement et en fait, à la fin, te rembourser en moins d'une minute alors que ça pouvait prendre plusieurs jours avant. Ouais. Ok. Et, euh, et donc, nous, on économise des millions grâce à ça. Et en même temps, ça permet d'avoir une meilleure expérience en tant qu'utilisateur d'Alan. Ok. Et Ok. après, Écoute, ça a l'air plein, passionnant, ouais. plein d'applications sur le customer service, sur la santé, etc. Enfin, Ouais, ça la c'est, santé, je sais pas, je pensais à un truc je pense, je sais pas à quel point c'est loin ce truc-là, mais tu sais, aujourd'hui, tu as des sujets sur notamment la santé mentale que tu as eu avec le Covid et tout, et ces modèles conversationnels, je me demande quel impact ils peuvent avoir dans ces domaines-là, en fait, le domaine un peu confort psychique, j'en sais rien, tu vois, mais je trouve qu'il y a quelque chose de, en tout cas, ma curiosité me pousse dans ce truc, quoi. c'est des choses qu'on a déjà lancées en fait en interne chez Alan. C'est une sorte de bot qui nous permet en fait de parler de nos problèmes de santé mentale. Souvent, c'est difficile en fait d'aller voir quelqu'un Ouais, c'est ça. euh, et d'en parler à un humain, soit par timidité, soit parce que on n'a pas envie de déranger l'autre avec des problèmes personnels. Et en fait, avoir une entité non humaine face à soi qui Ouais. peut donner du répondant et garder ça entièrement privé, je pense que c'est une force incroyable et que ça va être généralisé dans pas beaucoup de temps. Ouais.
Ah, il y a un truc à creuser, c'est clair. Ok. Bah écoute, passionnant. Charles, je vais pas prendre plus de ton temps. C'était top, c'était riche. Je me suis régalé. Est-ce que je peux te laisser le mot de la fin, du coup, pour clore l'épisode? Fin, je sais pas. Si t'as un truc à dire, je sais pas, un conseil à donner ou quelque chose. On a parlé Non, mais de ce que tu... Non. enfin, ouais, je pense que le truc à la fin pour moi qui est hyper important, c'est de pas avoir peur de son ambition, de pas avoir peur de ne pas savoir et faire. Je pense qu'à la fin, il y a que ça qui est vrai. C'est faire, c'est montrer qu'on peut faire des choses qui existaient pas avant, montrer qu'on peut créer du leadership en France, en Europe, parce qu'on a réussi à, à prendre à bras le corps des projets vraiment très ambitieux, parce qu'à la fin, c'est comme ça qu'on arrive à changer le monde pour le mieux. Bah, génial. Écoute, j'espère que plein de gens vont suivre ce bon conseil. Merci beaucoup, Charles. Merci encore pour ton temps. Et bah, je te dis à bientôt. Merci Mathieu. À bientôt. Salut, Charles. Ça y est, c'est terminé. La tronche de tech du jour nous a livré tous ses secrets. Ou presque. S'ils t'ont plu, n'hésite pas à nous le dire en commentaire, à noter le podcast ou à m'envoyer un message sur LinkedIn. Dernière chose, si tu es freelance ou indépendant ou que tu envisages de te lancer à ton compte, tu auras certainement besoin d'un expert comptable. Dans ce cas-là, viens voir ce qu'on fait chez Akazi sur www.akazi.io. Ça s'écrit ACASI.io. Et promis, tu seras super bien accueilli. Sur ce, je te dis à très vite pour un prochain épisode de Tronche de Tech.